Avant de démarrer, vous écoutez un épisode enregistré précédemment sous le podcast Allez vas-y. Nous avons donc conservé l'introduction et l'ensemble du montage d'origine. Rendez-vous chaque vendredi pour retrouver un épisode inédit du podcast Tout un sport. On arrive en Bosnie-Herzégovine et là je me dis que ça y est, on est vraiment dans quelque chose de sérieux. Quand je vois les Allemands qui ont 18 ans, qui font 2 mètres et 90 kilos, alors que moi je suis à côté avec mes mètres 70 et mes 65 kilos. Je me dis que ça y est, on y est, mais que si je suis là, c'est parce que j'ai ma place et que j'ai tout à prouver et rien à perdre. Bonjour et bienvenue sur le podcast Allez vas-y. Allez vas-y, c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui passent à l'action, qu'ils soient dans le sport, dans l'entrepreneuriat, le bénévolat ou engagés pour une bonne cause. L'objectif est de vous faire découvrir des parcours de personnes qui ont décidé d'agir pour donner du sens à leur vie. Avant d'entrer dans le podcast, je voulais vous présenter notre partenaire SSM Academy. SSM Academy a été fondé par David Larose, un champion de judo. Il a été champion du monde et olympien. SSM Academy propose une formation social media en e-learning pour aider les sportifs et les sportives de haut niveau à gérer leur image sur les réseaux sociaux à l'approche de Paris 2024. Si tu souhaites découvrir cette formation, rends-toi tout de suite sur leur site ssm.academy, academy avec un Y, ou va voir sur les notes du podcast pour trouver leurs coordonnées. Merci SSM Academy pour votre soutien. Et donc, chaque vendredi, vous allez retrouver un épisode parlant de sport, même si la discipline n'est pas olympique. L'objectif étant de valoriser le sport en général, et notamment des sports moins mis en avant dans les médias. Et je vous donne aussi rendez-vous un mercredi sur 2 pour retrouver les épisodes concernant l'entrepreneuriat ou le bénévolat. En écoutant ces parcours particuliers, j'espère que vous serez inspirés. Et surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Bonne écoute! Donc aujourd'hui, on est sur le podcast avec Elias Blé. Elias Blé est un kayakiste, c'est comme ça qu'on dit? Exactement, c'est ça. Bienvenue sur le podcast, Elias. Merci beaucoup. Alors comme les gens le savent maintenant, ceux qui sont des habitués, mais ceux qui ne connaissent pas, on va l'expliquer. Je démarre le podcast par le traditionnel portrait chinois. Donc je vais te poser 4 questions. Donc je te donne un mot et puis tu me dis le premier qui te vient à l'esprit. Et puis on va démarrer tout de suite par un lieu. Si je te dis un lieu, tu me dis quoi? Alors comme ça, je dirais les Alpes-Mancelles, c'est l'endroit dans lequel j'ai grandi. Et quand on est amoureux de sport, il y a de quoi faire ici en fait. Et c'est vrai que c'est un lieu qui est plutôt méconnu, mais dans lequel il y a beaucoup de choses à découvrir. Alors c'est quoi la plus grande ville à côté pour essayer de repérer? On est dans quel coin de la France pour que les gens qui ne sont pas bons en géographie sachent? On est, on va dire, une petite heure au-dessus du Mans, 3/4 d'heure au nord du Mans. D'accord, ok, très bien. Si je te donne en deuxième mot, un plaisir gourmand, on serait plutôt sur du sucré ou du salé? On serait plutôt sur du salé, sur un sandwich. Ouais. Un sandwich, ça peut paraître marrant, mais c'est un truc qui peut paraître un peu simple, mais qu'on peut rendre raffiné, donc c'est cool, c'est intéressant. Ok, d'accord, ouais, on peut le mettre à sa sauce et on peut en faire ce qu'on en veut. Exactement. Ok. Si je te parle d'une passion ou d'un passe-temps, tu me parlerais de quoi? Actuellement, j'irai plus vers la course à pied. C'est vrai que je me suis mis un petit peu à courir récemment et c'est un truc qui me fait du bien et dans lequel je me sens bien aussi actuellement. D'accord, on en parlera dans le podcast, mais je suppose qu'il y a un complément à ton activité physique, actuelle. C'est ça, c'est ça. Ok, d'accord. On y reviendra. Et si je te parle, pour terminer, d'une personne qui compte ou qui a compté, ou d'une personnalité que tu admires? On va rester en sportif et je pense que je vais dire Kylian Jornet parce que c'est quelqu'un qui est à la fois bon dans sa discipline, hein, la course à pied, dans le trail, etc., mais qui est aussi excellent sur d'autres tableaux et ça, je trouve ça vraiment fou. Oui, donc Kylian Jornet, pour préciser, donc c'est celui qui vient de gagner l'Ultra Trail du Mont Blanc avec des temps extraordinaires et qui est effectivement
enfin, un ovni, hein, on va dire, dans le trail, tellement il a des exploits. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à aller sur YouTube, vous verrez deux, trois choses qu'il a fait. Ça remet les gens à leur place. Merci pour ce portrait chinois. Et puis, on va démarrer le podcast. Alors, tu es aujourd'hui sportif de haut niveau, mais l'idée, c'est de nous expliquer ton parcours, ce qui t'a amené à devenir un sportif de haut niveau en kayak, et nous expliquer comment tu es arrivé en kayak. Je te laisse la parole. Alors au départ, c'était pas dit. Voilà, on n'allait pas s'avancer quand j'étais plus jeune. Moi, j'ai commencé par faire des sports plutôt d'équipe. Je me rappelle avoir, je crois, pris ma première licence dans le club de foot local, mais c'est pas forcément quelque chose qui me correspondait énormément. J'y suis plutôt allé parce que voilà, j'avais mes copains qui y étaient, donc j'ai un peu suivi. Et je me suis vite rendu compte en fait que les sports d'équipe, c'était pas tellement mon truc. J'avais un peu de mal comment dire, à jouer en équipe. Donc, je me suis tourné derrière vers des sports un peu plus individuels. J'ai commencé un peu par la course à pied. Mon grand-père a toujours été un coureur depuis des années, donc c'est vrai que j'ai été un petit peu mis dans cette voie-là en suivant la lignée. Et derrière, j'ai fait un petit peu de vélo aussi, alors pas forcément en compétition, mais beaucoup avec mon papa qui, lui, était un grand cycliste. Et je me suis mis au kayak en fait un peu par hasard parce que j'ai toujours un peu tanné mes parents pour y aller. Ils n'ont jamais trop voulu, ils voulaient que j'attende quasiment que j'ai 10 ans. Et en fait, mon père était ami avec l'entraîneur du club de kayak du coin. Et un jour, il m'a dit, bah voilà, vas-y, monte dans le kayak. J'avais 9 ans. Monte dans le kayak, essaye. C'est vrai que ça m'a plu tout de suite, j'ai accroché. Et je suis revenu directement le samedi d'après. J'ai pris ma licence, ma première licence à l'époque, en 2011, il me semble. Et qu'est-ce qui t'a tiré dans le kayak, justement? Parce que c'est pas un sport commun, donc justement, qu'est-ce qui t'a tiré? Je pense que c'était le rapport avec la nature. C'est vrai que j'ai toujours été attiré par ça, j'ai toujours aimé me balader dans les bois. Par chez moi, c'est vraiment, on est dans une ambiance plutôt calme et plutôt naturelle. Ça m'a Mhm. toujours attiré. Le fait aussi que c'était un sport pas commun, hein, comme tu le dis, il y a un peu cette envie de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. Ok. Et donc, avant d'aller plus loin, parce que je pense que sinon on risque peut-être de perdre des personnes, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est le kayak par rapport au canoë, puisque vous appartenez à une fédération qui est différente de celle de l'aviron, et certains pourraient confondre. Donc, explique-nous un petit peu ce qui existe comme type de discipline avant de recontinuer et de rebasculer sur ton histoire. Alors déjà, la base des bases, nous en kayak, donc moi c'est la discipline que je pratique, on est assis avec une pagaie double. On a une pale de chaque côté. Alors qu'en canoë, on va être à genoux avec une pagaie simple, comme Tony Estanguet, pour ceux qui connaissent, un séiste français qui est multimédaillé olympique. Et ensuite, au sein de ces deux disciplines, canoë et kayak, on va avoir d'autres disciplines. Donc moi, je pratique la descente, qui consiste à aller le plus rapidement possible d'un point A à un point B dans de l'eau vive, donc dans des rivières naturelles. On va avoir le slalom avec des portes. Donc voilà, on va avoir un parcours où il faudra passer dans plusieurs portes, remonter, descendre. Et la course en ligne, pareil, d'un point A à un point B, mais cette fois-ci sur de l'eau complètement plate. Voilà, ça c'est les disciplines principales majeures. Après, derrière, on a d'autres disciplines. Et donc, nous, on est la Fédération française de canoë-kayak et sport de pagaie, puisque récemment a été ajouté le stand-up paddle, il me semble, et le dragon boat à la fédération. Ok, d'accord. Merci pour cette précision parce que je pense que c'était important pour que tout le monde sache de quoi on est en train de parler. Donc on reprend le fil de ton histoire et donc tu as cet amour de la nature, tu fais ton premier essai et tu prends une licence. Qu'est-ce qui te plaît dans cette première approche pour que des parents qui se disent tiens, je mettrais bien mon enfant soit capable de dire tiens, ce genre de sport va lui plaire? Alors, le kayak, ce qui est assez fou, c'est que c'est vraiment un sport qui sort du commun et qu'on n'a pas l'habitude de pratiquer. C'est-à-dire que, je ne sais pas moi, si on prend une licence dans un club de rugby, par exemple, eh ben, on sait déjà courir, donc on a déjà des bases. Là, le kayak, c'est vraiment quelque chose qui est à part entière. Quand on n'a jamais pratiqué, on part vraiment de zéro et on a une progression qui est assez rapide au départ. Et donc, c'est vrai que ça motive sur les premiers mois à revenir assez régulièrement parce qu'on sent qu'on progresse, on sent qu'on est de meilleur de séance en séance. Et puis, il y a Mhm. cette approche de l'eau, cet aspect où finalement, des fois, on peut avoir un peu peur de l'eau quand on est plus petit, etc. Et on a l'impression aussi de grandir là-dedans.
de pouvoir s'épanouir dans un milieu qui pourrait paraître hostile quand on est plus jeune. Ok. Et tu me disais au tout début que tes parents, ils voulaient t'y mettre un petit peu plus tard. Il y avait une appréhension pour eux par rapport à l'eau ou par rapport au matériel. Enfin, c'était quoi leur appréhension? Tu as pu en discuter avec eux? Alors, je pense qu'il y a une appréhension de l'eau de leur part. Je sais que c'est pas des grands amateurs d'eau. Ils n'ont jamais été des grands nageurs ni rien. C'est toujours un peu compliqué quand je voulais aller à la piscine quand j'étais petit. Personne ne voulait se baigner avec moi. Mais c'est vrai que moi, je pense que c'est plutôt cette notion d'appréhension de l'eau. Au niveau du matériel, de la confiance en le personnel encadrant, il n'y avait pas du tout de souci. Je pense que voilà, c'est vraiment, ils ont un peu transmis leur peur sur moi en se disant que je ressentais la même chose, alors que finalement, non. Ok. Et dis-moi si je me trompe, mais je pense qu'il y a un des gestes qu'on apprend pratiquement au début, qui est le fait de savoir se retourner, puisque le danger, c'est d'avoir la tête, vu qu'on est assis et qu'on est un peu, entre guillemets, enfermé dans son kayak. Est-ce que c'est bien ça que vous apprenez assez rapidement? C'est ça, donc ça s'appelle l'esquimotage. C'est une technique qui D'accord. consiste, voilà, quand on se retourne en rivière, parce que ça arrive forcément, à réussir à se remettre directement à l'endroit pour éviter de dessaler du bateau, tout simplement, ce qui pourrait entraîner la perte de matériel ou même le fait de se blesser, hein. C'est jamais très agréable de nager en rivière. Et donc ça, c'est un geste qui s'apprend. Alors ça dépend. Il y a plusieurs écoles. Certains disent qu'il faut l'apprendre dès le départ, d'autres qui disent qu'il voilà, ça s'apprend au fur et à mesure. Moi, j'ai été un peu entre les deux. Je l'ai appris assez rapidement, mais j'ai eu beaucoup de mal à le mettre en place. En fait, ça m'a pris quand même quelques années, je dirais. D'accord, ok, donc ça veut dire que c'est pas forcément obligatoire de maîtriser ce type de geste pour s'entraîner régulièrement au kayak. Non, c'est vrai que c'est rassurant de savoir esquimoter, mais Mhm. en soi, j'ai pas ressenti trop le besoin, en tout cas, de le maîtriser dès les premiers mois. D'accord. Et quand on est jeune, est-ce que toi, tu as eu des appréhensions de certaines choses, le fait d'être dans un élément naturel qu'on maîtrise pas toujours, est-ce qu'il y a eu ces appréhensions ou au contraire, ça a été tout de suite presque un lien entre toi et cette nature? Non, c'est vrai que j'ai eu parfois très peur sur des rivières. En fait, nous, on évolue avec différentes classes. Les rivières sont classées en fonction de la difficulté. Classe 1, c'est quelque chose c'est tout plat, c'est la Seine, c'est un lac, c'est vraiment des choses qui sont, il n'y a aucune vague. Classe 2, on a des petites vagues. Classe 3, on commence à avoir plus de volume, etc., jusqu'à la classe 6. Et les premières fois où j'ai pu évoluer dans des rivières avec un peu de volume, quand on a des vagues quand on a 9 ans, on fait, je sais pas, 1,50 m. On a des vagues qui sont plus hautes que nous, c'est vrai que c'est très impressionnant et il y a pas mal de fois où j'ai eu vraiment peur. Ouais. Moi, je me suis retrouvé des fois à pleurer au bord de la rivière parce que je voulais pas y aller. Ça, c'est arrivé plusieurs fois. Ouais. Ouais, ok, ouais, donc c'est vraiment, enfin, c'est pas naturel entre guillemets de se dire c'est bon, j'appréhende les vagues et tout, ça se travaille aussi. Exactement. Pour moi, je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui puisse prétendre au fait que dès le départ, ça a été pour eux. On est tous passés par là, en tout cas tous les gens que je connais qui sont aujourd'hui dans le haut niveau sont passés par là. Il y a forcément un moment où quand on ne maîtrise pas encore totalement, on appréhende énormément, oui. Ok. Et si, enfin, en continuant le fil de ta progression et de ta carrière, hein, si on peut dire, de ton parcours, quand tu commences à faire les premiers entraînements, etc., il y a tout de suite des compétitions qui se mettent en place. Comment ça s'organise? Alors, avant ça même, c'est vrai que donc, quand j'ai commencé en 2011, j'étais en catégorie poussin. Nous, en Mhm. kayak, on va évoluer avec poussin, benjamin, minime, cadet, junior, senior. C'est un D'accord. petit peu différent à l'international, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Mais donc, Mhm. j'ai commencé en poussin et dès les premiers mois, je dirais, donc j'ai commencé en septembre, dès le mois de novembre, on a pu avoir quelques premières compétitions d'un niveau départemental avec les petits clubs du coin. Donc sans forcément être entraîné. C'est-à-dire que là, c'est vrai qu'on voit un petit peu les différences. On va voir ceux qui ont 10 ans et qui s'entraînent déjà depuis quelques temps, et ceux qui viennent de débarquer comme moi à l'époque. Mais c'est aussi une manière de rencontrer d'autres personnes. Et donc on oublie un petit peu cet aspect de compétition, de chrono. Et le but, c'est aussi de se faire un peu des copains voilà, dans toute la région, dans tout le département. D'accord. Il y a pas tout de suite cette notion comme on pourrait avoir en foot ou en basket ou en sport collectif où on affronte l'adversaire. Là, c'est plus des échanges et des rencontres, même s'il y a ce petit côté compétition sur la fin, quoi. C'est ça, en fait, on Ok. n'appelle même pas ça des compétitions, on appelle ça des challenges.
D'accord. Alors, il y a quand même un classement, hein, bien entendu, mais c'est vrai que nous, au départ, quand on est arrivé, on n'a pas eu cette sensation de participer réellement à une course. C'était plus voilà, un petit échange avec les autres jeunes de la région et du département. Ok. Et donc, tu fais tes premières compétitions, tu avances. À quel moment tu commences à vraiment avoir une bonne affinité avec le sport qui commence à te faire dire, tiens, je peux en faire quelque chose? Est-ce que dès Benjamin, tu commences à le sentir ou c'est un petit peu plus tard? Ça a été assez tard pour moi, je dois le Ouais. dire. Alors déjà, j'ai eu une croissance assez tardive Mhm. sur les années minimes. J'étais un peu parmi les plus petits de ma catégorie, donc c'est vrai que ça a été un peu compliqué à ce moment-là, même si j'arrivais quand même à tirer mon épingle du jeu. Mais pour moi, à cette époque-là, donc on doit être dans les années 2015, ouais, 2015-2016, j'ai l'impression que la compétition, le summum, ça s'arrête au niveau régional. Et donc c'est le niveau que j'avais à peu près à cette époque-là. Donc pour moi, j'étais déjà satisfait de ce que je faisais. Et j'avais aucune idée qu'on pouvait aller encore plus haut. Et donc, j'ai pas forcément pensé tout de suite à me dire, ouais, je veux être en équipe de France, je veux être champion du monde. Non, c'était pas tellement mon délire au départ. D'accord. Et en quoi le fait d'être plus petit, ça gêne? C'est une question de musculature? C'est une question d'amplitude avec les pagaies explique-nous un petit peu pour qu'on puisse comprendre. Alors, on a cette notion, mine de rien, dès le plus jeune âge de puissance. Et c'est vrai que quand on a un copain qui a le même âge que nous, mais qui fait 20 centimètres de plus, va Ouais. développer une puissance un peu plus importante, qu'on peut essayer de combler par la technique. Mais c'est vrai qu'à cet âge-là, comme il est assez limité techniquement, mine de rien, euh, c'est compliqué de combler. Donc, on voit beaucoup les différences par rapport à la taille de chez les jeunes. D'accord. Et donc après, je suppose, puisque tu dis j'ai une croissance tardive, c'est que tu as grandi après derrière ça. Et comment il y a eu ce déclic alors vers le moment où t'as basculé de juste les compétitions régionales à tiens, je pourrais en faire quelque chose d'autre que juste des compétitions régionales. Alors oui, déjà j'ai grandi un peu plus tard, dans les années KD1, KD2, donc c'est-à-dire Mhm. vers 14-15 ans. Euh, et en fait, comment je suis arrivé au sport de haut niveau, c'est assez bizarre aussi, c'est assez marrant. Moi, je n'avais pas du tout cette vocation donc, de me tourner vers ce milieu-là. Et en fait, il existait une section sportive régionale dans ma région, même dans mon département, à Sablé-sur-Sarthe, à Mhm. quelque chose comme 1 heure et quart, 1 heure et demie en voiture de chez moi. Et en fait, mes parents, enfin mon père surtout, m'a parlé de cette section en me disant que voilà, peut-être que je pourrais m'y plaire pour progresser, parce que j'aimais quand même énormément le kayak à l'époque, même si je ne pensais pas me tourner vers le haut niveau, j'adorais ça. Et donc, voilà, il a avancé cette section en disant que peut-être ça m'intéresserait. C'est vrai que dès le départ, j'ai dit oui, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Ma mère, elle, était plutôt réticente, forcément, quand on se dit que son fils, je suis fils unique, mais qui a 14 ans, va partir de chez ses parents pour aller à l'internat, ça fait parfois un peu peur Mhm. à toutes les mamans. Et donc, j'ai postulé à cette section, j'ai fait un dossier d'inscription et j'ai été pris, donc je me suis dit, bon, bah, allez, pourquoi pas, on tente l'aventure. Et donc, tu étais pris par rapport à des résultats scolaires et sportifs, uniquement sportifs. Comment ça s'est passé? Résultats scolaires et sportifs. Nous, on a quand même D'accord. cette particularité où on sait qu'on ne vivra pas du tout de notre sport, donc on a Mhm. besoin dès le départ, de penser un petit peu à ce qu'on fera plus tard. Donc c'est vrai qu'on a quand même, je trouve ça bien. À chaque fois qu'on a des recrutements dans des sections, des pôles, espoirs, etc., il y a toujours cette notion scolaire qui est importante. D'accord. Et quand tu pars en sport-études comme là, donc en internat, c'est quoi les émotions qui te viennent? Là, tu viens de parler de ta maman qui était un peu réticente. Toi, tu es plutôt excité. Il y a un mélange entre excitation et je vais être loin de chez moi. Comment ça s'est passé à ce moment-là? Parce que souvent, ça arrive pour les sportifs de haut niveau assez jeunes et je trouve que c'est une manière aussi de se construire et puis aussi peut-être de rassurer les parents à qui ça va arriver dans quelques années. Alors au départ, j'étais plutôt très excité. C'est vrai Mhm. qu'il y a l'idée de partir de chez soi, mine de rien, quand on est un petit peu dans la crise d'adolescence, ça fait toujours plaisir. On a l'impression que nos parents sont lourds. Mais j'ai vite déchanté. En fait, quand je suis arrivé là-bas, donc forcément, j'ai quitté tous mes amis, hein, parce que j'étais vraiment Ouais. loin de chez moi, donc je les voyais plus que les week-ends. J'ai quitté mes amis, des amis avec qui j'étais très proche, que je connaissais depuis vraiment la tendre enfance. Et quand je suis arrivé, donc j'ai pu me refaire un cercle d'amis assez rapidement. Ça a été.
mais je ne m'y suis pas retrouvé sur le niveau sportif. C'est vrai qu'au début, je me suis dit, mais attends, m'entraîner tous les jours, en fait, c'est pas du tout ce que j'ai envie. Je ressens pas tellement de plaisir là-dedans. Et donc, j'ai failli quitter le sport-études à la fin, enfin, en vacances de la Toussaint. D'accord, oui. Donc Ouais, assez rapidement. assez rapidement, voilà. Donc, aux Ouais. vacances de la Toussaint, je n'étais pas encore sûr de moi et mes parents m'ont dit, bah écoute, va jusqu'aux vacances de Noël, essaie de te mettre un peu dedans et si jamais aux vacances de Noël, tu as envie d'arrêter, il n'y a pas de souci. Enfin, voilà, faut que tu fasses ce que tu as envie de faire. Si c'est pas ça que tu as envie de faire, tu feras pas ça. Mais voilà, prends encore un peu de temps pour réfléchir. Ce serait dommage de prendre une décision trop rapide. Et donc, j'y suis retourné Mhm. et je me suis fait au rythme. Je me suis fait au rythme. Je me suis fait aussi à la vie là-bas, à la vie à l'internat. Et donc, finalement, je suis resté jusqu'à la fin de l'année. Bravo, papa, maman. C'est bien. Et en fait, il faut le dire, si je dis bravo papa maman, c'est parce que c'est assez important et j'ai plusieurs partages de sportifs dans ce sens, c'est que on a besoin de son entourage et puis par moment, bah, c'est ce que tu as eu, c'était un petit coup de blues, c'est aussi l'adaptation et là où tu as raison, c'est tu pars d'un sport plaisir où tu vas arriver dans un sport performance recherché au quotidien. Donc il y avait cette adaptation, ils l'ont senti et ce qui est bien, c'est que tes parents ont laissé aussi une porte de sortie. C'est-à-dire qu'ils t'ont laissé jusqu'au Noël et en disant on te fait confiance, si t'aimes pas, on t'accompagnera. Donc voilà, je les salue par ce message parce que c'est important aussi. Il compte dans la carrière d'un sportif de haut niveau. Et donc tu commences à te plaire. Juste une question par rapport au kayak, pardon, parce qu'il y a de la technique à maîtriser, mais il y a aussi, je suppose, de la préparation physique. Comment ça se passe quand on est dans cette adolescence? Est-ce qu'on vous fait travailler un peu de physique ou c'est que sur l'eau tout le temps et c'est comme ça qu'on progresse physiquement? Alors, quand je suis arrivé en sport-études, donc déjà la particularité, c'est que dans ce sport-études-là, je pratiquais le kayak slalom, donc qui n'était Mhm. pas du tout ma discipline. Mais comme j'avais pas le choix, je m'y suis mis, je m'y suis plu. Et en fait, quand j'étais au collège, nous, on naviguait, on était sur l'eau une fois par jour, tous les jours, du lundi au dimanche, on va dire ça comme ça. Et on Mhm. avait dans la semaine 2 à 3 séances de musculation. Alors, on appelle ça musculation, mais pas la musculation comme on l'entend, c'était plus du Bien gainage, sûr. des choses comme ça, du Mhm. renforcement, comme on était quand même assez jeune. Ouais, ouais. Et tiens, justement, la question, elle me vient, je l'avais en tête depuis un petit moment. Tu dis, on est sur l'eau du lundi au vendredi, enfin, même jusqu'au dimanche. Et en plein hiver, explique-nous, parce que j'ai eu une personne qui a fait de l'aviron et c'était une de mes questions et je te la repose parce que j'aime bien être là-dedans parce que on se rend compte qu'il y a des sports dans lesquels bah, il faut beaucoup, beaucoup de motivation pour aller se mettre à l'entraînement. Ouais, c'est vrai que c'est une question qu'on nous pose souvent. Est-ce que Mhm. même l'hiver, on est sur l'eau? Oui, on y est. Au départ, c'est un petit temps d'adaptation. Après, on n'est pas forcément trempé tout le temps. C'est-à-dire que des fois, en fait, on prend notre bateau, on va juste faire des allers-retours sur une zone plate. Et donc, on va pas du tout être mouillé. Alors, forcément, on a quand même un petit peu froid aux mains, etc. Mais c'est vraiment quelque chose auquel on s'habitue. D'accord, ok. Bon, si tu nous le dis, on va te faire confiance, mais effectivement, rien que l'idée d'aller se mettre dehors près de l'eau et autres quand il fait des températures négatives, ça ne doit pas être évident. Et quand tu arrives en sport-études, parle-nous de tes compétitions dans lesquelles tu commences à performer, qui t'amènent tout doucement vers le sportif de haut niveau que tu es. Alors, du coup, comme je pratiquais une discipline qui n'était pas la mienne, je m'y suis mis forcément aussi en compétition en parallèle de ma discipline première qui était la descente. Donc, Mhm. en slalom, donc à l'époque j'étais KD1, KD2, je suis resté 2 ans à Sablé-sur-Sarthe. En slalom, je me suis vite plu. Après, j'avais pas forcément une démarche de haut niveau. Euh, et je suis monté jusqu'au niveau N2, National 2, qui est un niveau au-dessus en France, on a N1 qui est un niveau Mhm. plutôt moyen bon, on va dire ça comme ça, dans lequel on peut commencer à évoluer dans des perspectives de haut niveau. Et donc, à côté de ça, en descente, donc, j'ai continué à en faire, même si je ne m'entraînais plus du tout dans cette discipline-là. En KD1, j'ai commencé à pas mal monter, on va dire ça comme ça, au niveau N1. Et j'ai pu, en KD2, gagner, je crois que j'ai dû gagner quasiment toutes les courses de l'année. Et j'ai pu décrocher le titre de champion de France à la fin de l'année, à la fin de la saison. Bravo, bravo.
Et donc Merci. c'est là où tu commences à avoir ce déclic où tu te dis c'est dans cette discipline-là que je peux performer, ou tu es encore obligé de faire les deux. Alors, à l'époque, quand j'étais à Sablé, je faisais toujours les deux, mais mon entraîneur de l'époque, Hervé Busson, que je salue et que je remercie aussi au Mhm. passage, euh, a aussi vite compris qu'il ne me ferait pas faire de slalom. Que voilà, il n'arriverait pas à m'emmener dans cette discipline-là. Et donc, il a un petit peu orienté mes entraînements différemment sur la fin de la période où j'y étais. Et il me permettait de pratiquer de la descente 1 à 2 fois par semaine. Et donc, c'est vrai il m'a aidé en fait à avoir ce cheminement en me disant que la descente, c'est vraiment ce qui me plaît, c'est vraiment l'endroit où je prends le plus de plaisir. Et donc, derrière, je pourrais peut-être envisager, pourquoi pas, de performer. Ok. Et quand se terminent ces années de sport-études et donc le lycée, je suppose qu'après, il y a une question qui s'est posée. Est-ce que tu continues tes études supérieures? Est-ce que tu fais un mix des deux? Enfin, comment s'est posée la question pour toi? Alors, à l'époque, en fait, quand je quitte Sablé-sur-Sarthe, j'étais en seconde, donc la question se posait pas encore tellement. D'accord. J'ai Ok. intégré derrière le niveau supérieur, en fait, le pôle espoir. Je suis allé au pôle espoir de Tours. D'accord. Donc pareil, nous, en fait, ça marche. On n'a pas de mercato hein, comme dans certaines disciplines, mais on a des tests de sélection. Et Mhm. après, toujours de la même manière, en fonction de tes résultats au niveau français, tu peux te permettre de postuler à certains endroits. Et j'ai dit que j'allais postuler à Tours parce que l'entraîneur, Stéphane Santamaria, en fait, enfin, est toujours d'ailleurs, a pris sa retraite il y a 6 mois, et un multiple médaillé mondial en canoë cette fois, mais de Mhm. ma discipline, de descente. Et donc, j'avais vraiment envie d'avoir un entraîneur pour une fois qui pourrait me suivre et me comprendre à 100%. Et donc, je suis arrivé en première scientifique pour le coup à Tours à ce moment-là. D'accord. Ok. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, toujours l'idée de ne pas négliger les études parce que comme on pourrait le dire vulgairement, c'est un sport qui n'est pas bankable. Donc, tu auras beau sortir des médailles, c'est pas ça qui va faire que tu auras un job après derrière. C'est ça. Alors, mine de rien, après, ça, c'est parce que j'avais mes parents derrière, surtout. S'il y avait avec moi, c'est vrai que j'aurais plutôt rien fait. Mais comme j'étais plutôt bon à l'école, on va dire ça comme ça, que j'avais des grosses Mhm. facilités plutôt, j'ai pu faire en fait une filière scientifique en première ou en terminale sans trop bosser. J'étais quand même plutôt un gros D'accord. feignant, sans trop bosser et puis en pouvant m'entraîner à fond. Donc j'ai profité de ça, ouais, c'est vrai. Ok. Ouais, c'est bien de le reconnaître, hein. Au moins, voilà, c'est le principe. Et puis, effectivement, tu as un bon équilibre entre les deux. Tu te plais dans le sport, tu te plais dans les études. Et donc, à quel moment tu commences à te dire, ouais, là, j'ai fait le bon choix et ça va pas s'arrêter parce que, faut le dire aussi aux auditeurs, aux auditrices, sportifs de haut niveau, on peut rentrer dans un pôle espoir et puis à 18-19 ans, ça s'arrête parce qu'on n'a pas le niveau. Toi, ça s'est pas arrêté, mais à quel niveau tu as senti que tu pouvais aller plus loin? Quand je suis arrivé au Pôle Espoir à Tours, donc Mhm. je venais d'avoir mon titre de champion de France et je passais dans une catégorie supérieure, la catégorie junior, et c'est dans cette catégorie-là qu'on a la première équipe de France, l'équipe de France moins de 18 ans, qui Mhm. permet d'aller faire des compétitions internationales. Et en fait, quand je suis arrivé, j'ai donc direct discuté avec Stéphane Santamaria, mon entraîneur, et il m'a demandé quels étaient mes objectifs, et je lui ai dit, bah écoute, moi, pourquoi pas? Je sais pas si c'est envisageable, mais pourquoi pas tenter l'équipe de France cette année? Donc c'est parti de là. Lui derrière m'a dit bah écoute, là actuellement je vais te dire que non. Je vais te dire Mhm. que non, mais on va travailler pour et on va faire en sorte que tu puisses y arriver, oui. Ok, donc lui, il a eu la franchise et il t'a donné un cadre en disant là tout de suite non. Par contre, il t'a montré le chemin et il t'a accompagné vers ça. C'est ça. C'est Ok. une chose que j'ai toujours aimé chez lui. Il a toujours été très franc avec moi et j'avais besoin de ça. J'avais pas besoin de quelqu'un qui me disait que c'était toujours super, toujours exceptionnel. Je préférais qu'on me remette droit dans mes bottes et qu'on me dise ce qui allait pas. Parce que derrière, j'avais l'impression d'avancer et je savais aussi de quelle manière tourner les choses pour que ça avance dans le bon sens.
Et donc, cette sélection en équipe de France, elle arrive dans cette année-là. Tu es obligé de la regarder de loin et de la laisser passer devant toi et attendre l'année suivante. Comment ça s'est passé quand est-ce que tu es arrivé pour la première fois en équipe de France? Et ben, elle arrive cette année-là, donc elle arrive en Mhm. 2019. J'ai eu une saison un petit peu mitigée, on va dire ça comme ça. Mhm. Avant, donc les sélections équipe de France se faisaient sur les championnats de France et aussi une course un petit peu avant. Et sur cette première course avant le championnat de France, qu'on avait préparé avec mon entraîneur à fond dans le but de la gagner, je termine quatrième. Quatrième et assez loin de la tête, je dois le dire, avec un, un goût vraiment amer hein, à la fin de la course parce que Mhm. j'ai donné tout ce que j'avais, mais j'ai pas réussi à le faire correctement. Et derrière, j'ai pu travailler avec une préparatrice mentale, Nathalie Gatineau, qui m'a Mhm. énormément aidé, elle aussi ancienne athlète de haut niveau en kayak, qui m'a énormément aidé à comprendre ce qui n'allait pas, entre guillemets, pourquoi les choses n'allaient pas forcément dans le bon sens. Et derrière, ça m'a beaucoup aidé. J'ai pu attaquer les championnats de France, donc dernière partie des sélections équipe de France, en me disant un petit peu, bah voilà, j'ai rien à perdre. Je suis plus jeune, j'ai rien à perdre, je vais y aller banco. Et en fait, c'est passé. C'était juste, bien sûr, mais c'est passé. Et donc, c'est vrai que à partir de ce moment-là, j'ai aussi été libéré. Je me suis dit, mais ça y est, mon objectif, il est accompli. Et donc, derrière, pour les compétitions internationales, on avait les championnats du monde qui arrivaient juste après. Ça m'a aussi permis d'arriver un peu plus serein aux championnats du monde. Donc, ce que tu veux dire, et tu me dis si je me trompe en résumant un peu ce que tu viens de dire, mais tu avais en fait le potentiel, physiquement et techniquement, tu étais presque prêt. Ce qui te bloquait réellement, c'était peut-être que tu te mettais soit la pression, soit tu avais des appréhensions, et c'est elle qui t'a accompagné vers ça, vers le fait de relativiser, puisque tu viens de le dire, tu as dit, bah, j'y étais, je vais pas dire à la cool, mais en tout cas en t'enlevant la pression, et puis c'est passé. C'est ça, c'est exactement ça. C'est vraiment la préparation mentale qui a énormément joué. Et c'est vrai que nous, dans le sport de haut niveau, il y en a beaucoup qui nous disent que c'est 100% de préparation, etc. Je ne suis pas du tout Mhm. d'accord avec ça. Pour moi, le mental a une très, très, très grosse partie. Et on ne pourra jamais être le meilleur sans y penser, sans se pencher là-dessus. Et sur la descente, parce qu'on n'en a pas parlé, c'est quoi les éléments qui font la différence? C'est le fait de savoir sentir l'eau qui nous pousse et puis de mettre les bons coups de pagaie au bon moment. C'est le fait de se laisser le mieux porter. Enfin, qu'est-ce qui fait la différence pour que tu puisses bien nous faire comprendre ton sport et cette discipline particulière qu'est la descente? Alors, je dirais que la polyvalence, c'est vraiment la Mhm. clé parce que nous, déjà, en descente, on a deux courses différentes. On va avoir le sprint qui va être très court, qui va durer entre 45 secondes et 1 minute 30. Voilà. Ok. Et la classique qui, elle, va durer entre 10 et 20 minutes. Waouh! Et donc, c'est deux choses qui sont complètement opposées. Et dans la préparation, c'est vrai que c'est compliqué de combiner les deux. Et sauf que quand on est en junior, quand on a moins de 18 ans, on nous demande d'être bon dans les deux, parce que si on n'est pas bon dans les deux, on ne pourra pas être en équipe de France derrière. Et je pense que cette polyvalence, déjà à l'entraînement, et le jour J sur les courses, être capable de s'adapter, de changer complètement de registre d'un jour à l'autre, c'est vraiment la clé qui permet de performer. Ouais, parce qu'on te demande de l'intensité sur 1 minute, enfin 45 secondes à 1 minute 30, c'est hyper intense. Et après, on te demande de l'effort longue durée, entre guillemets. Voilà, c'est ça. Et c'est Ah, vrai qu'il y a aussi cette notion, alors sur la classique, qui est une course beaucoup plus longue, donc plus difficile à gérer, il faut faire attention à rester lucide jusqu'au bout, parce que voilà, on peut faire très bien être premier à la 15e minute, faire une énorme erreur et être dernier à la minute d'après. Donc c'est vraiment aussi, voilà, je pense qu'il y a une gestion du physique et du mental qui est hyper importante à avoir. ok. Et donc, quand en 2019, tu intègres cette équipe de France et tu commences à performer, c'est quoi tes réussites qui suivent après derrière, qui te confirment que tu es dans le bon chemin du sportif de haut niveau en kayak? Alors derrière, on part donc vraiment une semaine après les sélections équipe de France, on prend la direction de la Bosnie-Herzégovine Ah, pour les championnats du monde moins de 18 ans, moins de 23 ans. Les deux catégories sont associées. mhm. Donc voilà, on y va. Moi, je découvre aussi pas mal de monde, pas mal de sportifs qui sont déjà depuis quelques temps en équipe de France, ou d'autres qui sont néophytes comme moi.
On arrive en Bosnie-Herzégovine et là, je me dis que ça y est. Ça y est, on est vraiment dans quelque chose de sérieux. Quand je vois les Allemands qui ont 18 ans, qui font 2 mètres et 90 kilos, alors que moi, je suis à côté avec mon mètre 70 et mes 65 kilos. Je me dis que ça y est, on y est, mais que si je suis là, c'est parce que j'ai ma place et que j'ai tout à prouver et rien à perdre. Donc, je pense que voilà, c'est vraiment une fois que je suis rentré dans le camion qui m'a emmené en Bosnie, que j'ai mis le pied là-bas, c'est là que je me suis rendu compte qu'on était dans quelque chose de sérieux, oui. Ok. Et cette première compétition, qu'est-ce que tu en retires? Euh, que du bonheur et que des surprises. Pour moi, l'objectif était déjà réalisé puisque je suis arrivé au mois de septembre en me disant que je voulais être en équipe de France. C'était fait. Mhm. Après, je me suis dit, bah voilà, j'avais plus préparé le sprint. Donc, je m'étais dit, allez, objectif top 15. Le top 15, en fait, ça permet d'être dans la finale, la grande finale. C'est-à-dire que sur les 80 participants au départ, les 15 meilleurs participent à la finale. Je suis passé en finale en faisant 9e, je crois, des qualifications. Donc, pareil, Pas mal. super content, machin. J'en revenais pas. Et pour moi, c'était fait, quoi. Enfin, mes championnats du monde étaient faits. Et là, ce message de Stéphane derrière qui me remet droit dans mes bottes en me disant non, non, rien n'est fait, demain c'est la finale, bah, tu as intérêt de partir à fond et de mettre la finale de ta vie, quoi. La première, que ce soit la meilleure. Et j'ai plutôt mal dormi. C'est vrai que j'étais pas Ouais. trop stressé jusqu'ici, mais là, ça m'a mis la pression. Et en fait, le lendemain, je suis parti dans l'idée voilà, de me faire plaisir, d'avoir cette notion vraiment de plaisir et de faire du mieux que je pouvais. Et en fait, bah, je fais deuxième. Donc, Wow. objectif réalisé. Et vraiment, comme je suis arrivé sans avoir cette prétention de faire une médaille ou quoi que ce soit, bah, la surprise a été encore plus belle, quoi. Et donc, ça marche comme dans les autres sports, c'est médaille d'argent et autres. Donc, tu repars avec une médaille d'argent. C'est ça, je repars avec le titre de Ah, vice-champion du monde, exactement. wow. Bravo, bravo. Et ça arrive en été 2019, c'est ça? C'est ça, au mois de juillet 2019, fin juillet 2019. D'accord. Et comment ça s'enchaîne avec ce qu'on sait qui est arrivé et qui a changé un peu la face du monde depuis, puisque tu es en pleine ascension et arrive pas loin après le Covid. Est-ce qu'il y a encore des compétitions après l'été ou l'hiver c'est zone morte? Alors, on a des compétitions l'hiver, des compétitions plus d'ordre national qui permettent Ouais. de recréer de nouvelles sélections équipe de France, etc. Nous, les Mhm. sélections, c'est chaque année et chaque année, on met son titre en jeu. C'est-à-dire c'est pas parce qu'on est champion du monde, c'est pas parce qu'on est champion olympique qu'on a un passe-droit et qu'on sera pris. Non, non, c'est pas le sélectionneur qui fait une liste. C'est vraiment, voilà, D'accord. on doit aller se battre chaque année au mois d'avril ou au mois de mai sur une semaine avec tous les meilleurs Français pour avoir notre ticket. Et le Covid, en fait, frappe de plein fouet une semaine avant les sélections équipe de France. Moi, j'étais encore Wow. junior à l'époque, mais Ouais. j'avais envie de me tester en moins de 23 ans parce que je me sentais vraiment bien. J'avais encore bien progressé par rapport au mois de juillet de l'année dernière. Et donc, le Covid frappe. Les sélections équipe de France Mhm. sont annulées. Les championnats du monde seniors sont aussi annulés. Donc là, on se dit que ça craint quand même pas mal. Ouais. Mais voilà, on nous donne un petit espoir. On me dit que les sélections équipe de France juniors seront maintenues et que les championnats d'Europe seront maintenus. À cette époque-là, moi, je suis junior 2, donc dernière année de junior. Et c'est vrai que je rêve un petit peu de faire le doublé, de gagner le sprint et la classique, parce que je me sens vraiment bien, je sens que j'ai progressé, je m'épanouis complètement dans ma vie à ce moment-là. Donc, tous les voyants sont au vert. Et en fait, finalement, après 2 reports, les championnats d'Europe sont complètement annulés. Ouais. Et donc dans ta tête, il se passe quoi? T'as une frustration, tu te dis bah je vais m'entraîner, je reviendrai meilleur. Comment on gère cette émotion-là? J'ai pas eu trop de difficultés, je pense, parce que entre deux, j'étais passé au Pôle France. Je Ouais. suis parti de Tours et je suis allé à Rennes. Et donc, je suis arrivé dans un groupe d'entraînement qui était mort de faim, en fait, avec des athlètes déjà de très haut niveau, avec des Ouais. multiples médailles internationaux et d'autres comme moi qui avaient une petite médaille par-ci par-là et qui avaient envie d'en prendre d'autres. Donc, on a toujours eu cette faim et cette rage de vaincre qui a fait qu'on a continué à s'entraîner tous les jours, comme si la vie était normale. On a eu de la chance, on a eu des passes droits sur cette période-là pour continuer à partir en stage, continuer à sortir, pour pouvoir s'entraîner, etc. Donc, on a pu tenir le cap grâce à ça. Et derrière, on a pu reprendre espoir quand on a eu des nouvelles dates de compétition
compétition et qu'on a pu. Je crois que notre première compétition a eu lieu en avril, fin mars ou début avril 2021. D'accord, ok. Et j'ai cru voir, dis-moi si je me trompe, mais à cette période-là, tu as aussi performé en 2021 quand tu as repris. Alors, je ne sais plus dans quelle compétition, mais c'est ça, c'est ce qui s'est passé, c'est que ta marge de progression, elle a continué à s'affirmer. Oui, complètement. En fait, donc je suis passé dans la catégorie moins de 23 ans, mais j'étais quand Mhm. même plutôt jeune parce que je sortais tout juste de junior, j'avais encore 18 ans. Mais j'avais vraiment faim, en fait. J'avais envie de regoûter aux compétitions internationales parce que je m'étais senti lésé par rapport à l'année d'avant où voilà, j'étais le plus Ouais, vieux de normal. ma catégorie, mais j'ai pas pu défendre ce que je voulais aller chercher et puis aller chercher d'autres titres. Donc, je suis arrivé aux sélections équipe de France mi-avril avec vraiment la rage et c'est vrai que j'ai pu prendre ma place en équipe de France moins de 23 ans. Euh, Quelque chose qui était un peu inattendu aussi parce que à côté de ça, on a quand même des gars qui ont 4 ou 5 ans de plus que nous, qui ont un palmarès qui commence à être long comme le bras. Donc c'est vrai que ça m'a aussi fait du bien et ça m'a rassuré dans le sens où j'ai pu voir que j'avais une progression qui était hyper intéressante malgré ce Covid. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Quand on a 18 ans et qu'on est dans les U23, ça veut dire qu'il peut y avoir potentiellement des gens jusqu'à 22 ans. Donc l'écart, il est énorme. Donc le fait de performer dès 18 ans en U23, c'est déjà une belle marque de reconnaissance et en tout cas la marque de ton potentiel aussi. C'est ça exactement. Et puis c'est aussi le fait de se dire qu'on va à nouveau reprendre un cycle international, à regoûter à des compétitions où on va retrouver d'autres athlètes étrangers et sortir un peu de cette routine qu'on avait Mhm. depuis plus d'un an. Ouais. Et donc là, c'est quoi la compétition internationale qui se présente à toi en 2021? Alors là, on a eu les championnats Mhm. d'Europe, mais ça a été compliqué pour moi. En fait, je me suis blessé à l'épaule un petit peu avant. Je me D'accord. suis blessé Ouais. juste après les sélections équipe de France, avec en fait une luxation. Donc Oh. derrière, j'ai dû faire des examens IRM et tout ça, et on m'a direct dit qu'il fallait que j'opère. Ah. Les championnats d'Europe étaient fin août. Les chirurgiens voulaient que j'opère fin juillet, mais en fait, j'ai pas voulu parce que c'était synonyme de d'arrêt en fait total de la compète. Donc Ouais, t'avais déjà eu ça avec le Covid, c'était bon quoi, tu voulais taper dedans même avec la blessure. voilà, c'est ça. Ouais. Je savais que par contre derrière, je mangerais sévère si je faisais ça, mais je me Mhm. suis dit voilà, c'est bon, tant pis, j'y vais. Donc ma préparation était quand même plutôt laborieuse. Au niveau en tout cas du kayak, moi j'étais quasiment incapable de pagayer, donc j'arrivais à faire 2 séances par semaine et encore. Wow. Et à côté, je courais beaucoup, enfin voilà, je m'entretenais comme je Mhm. pouvais, mais c'est vrai que quand on fait pas sa discipline de départ, c'est quand même plus complexe. Alors je suis arrivé au championnat d'Europe sans trop d'ambition. Je décroche, je crois, une 19e place en classique et une 16e place en sprint. Mais par contre, en course par équipe, parce qu'il faut savoir qu'on fait aussi des courses par équipe avec nos compatriotes, Mhm. on gagne en fait, on devient champion de France, champion d'Europe par équipe de sprint. Et Bravo. donc, bah, voilà, le contrat a été rempli aussi. J'étais super content, j'étais aux anges. Et donc voilà. Et donc opération enfin à la fin des championnats d'Europe, c'est l'opération directement? Alors non, pas direct, parce que Hein. c'est compliqué de prendre des rendez-vous, et comme ça avait quand même rebougé après, il fallait qu'on fasse de nouveaux diagnostics, etc. Donc je pose la pagaie complètement. Je crois que ça devait être le Ouais. 26 août 2021. Je me fais opérer le 7 décembre 2021, Ah ouais. donc c'est quasiment 6 mois hein, sans rien faire. Sans rien faire, je me fais opérer donc le 7, ça se passe bien. Ça se passe bien et donc derrière, je reprends le kayak au mois de juin. Voilà, il y a 3 mois, D'accord. quoi. Et là, il y a 3 mois, est-ce que depuis tu as une compétition, c'est quoi l'actualité de ta situation? Alors là, l'actualité, c'est vraiment la reprise. Dans l'idée, c'est de se refaire un nouveau plaisir, de retrouver le Mhm. plaisir qui avait été un petit peu perdu sur les derniers mois avec la blessure, etc. De se remettre en forme aussi parce que, mine de rien, quand on fait quasiment rien pendant un an, bah, le corps il change, il se modifie un petit peu et puis on n'a pas Mhm. forcément envie de se remettre tout de suite dans Ouais. l'intensité, dans la même intensité qu'on avait avant. Donc là, actuellement, j'ai repris un petit peu tranquillement, je me fais plaisir. Et là, donc pas eu de compète encore, mais on a les championnats de France qui ont lieu à Tours dans un mois. Voilà.
D'accord, ok. Donc là, quand on enregistre, on est au mois de septembre. Quand ça sera diffusé, il y a de fortes chances pour que les championnats de France aient eu lieu. Donc on essaiera de faire, tu me tiendras au courant, de faire une mise à jour pour savoir ce que tu as fait sur ces championnats de France. Maintenant que on sait un peu où tu en es et que tu es plutôt en phase de reprise, moi j'aurais un sujet à aborder avec toi, c'est la finance, parce qu'on sait que le sport, les sports comme les tiens, sont pas sous les feux des projecteurs, donc il n'y a pas beaucoup d'argent. Actuellement. Est-ce que tu peux nous dire comment tu vis de ton activité sportive, puisque je suppose que tu te consacres une grande partie de ton temps à cette activité, ou est-ce que tu es encore en train de faire des études et c'est ce qui permet pour l'instant de tenir un petit peu? Alors à l'époque où j'étais à Rennes, j'étais énormément suivi par des sponsors. D'accord. J'ai eu cette chance de pouvoir... donc mes parents m'aidaient forcément un petit peu aussi, Mhm. mais finalement pas énormément. Mhm. J'ai été voilà, beaucoup suivi et financé quasiment à 100% par des sponsors. En Est-ce que tu parallèle, veux en citer, si tu veux en citer, vraiment, je le dis, je me permets de te couper, mais si tu veux en citer, n'hésite pas à les citer et les remercier. Si tu veux pas le faire, il n'y a pas de problème, on les mettra dans les notes du podcast si tu veux le faire. Mais voilà, si tu as envie, n'hésite pas, parce que bravo aux entreprises qui financent le sport. C'est pour ça que le sport existe, et c'est grâce à ça que le sport existe et qu'il y a des podiums aux Jeux Olympiques, hein. Sans ça, ça n'existerait pas. c'est vrai, tu as raison. Eh ben, moi, les trois qui me viennent vraiment à l'esprit, Ouais. c'est le département de la Mhm. Sarthe qui m'a beaucoup aidé et qui ont aussi mis en place des choses pour aider les sportifs avec des séances de cryothérapie, des choses complètement différentes du financier, mais qui aident aussi énormément. Bien Il y a sûr. eu la région Pays de Loire qui m'a donné des bourses chaque année aussi. Et un sponsor cette fois-ci privé, le Crédit Mutuel, qui m'ont Ok. énormément aidé sur toutes ces années. Bravo à eux. Ouais, faut le dire. Parce que c'est, encore une fois, je le redis, hein, vraiment, j'insiste, parce que on s'en rend pas compte quand on est un peu extérieur, mais quand on voit certains, je vais prendre l'exemple en escrime, parce que j'ai discuté avec une personne il n'y a pas très longtemps, et qu'on va faire une médaille d'or, et qu'en fait on sait qu'il y a 0 € qui a été financé pour cette personne. On se dit waouh, chapeau, quoi. Donc là, c'est un peu la même chose, donc autant les citer. Donc aujourd'hui, tu es financé grâce à ces sponsors. Comment ça se passe au quotidien? Alors, ce qui est un petit peu paradoxal, c'est vraiment que comme on est un sport qui est très peu médiatisé, c'est Mhm. vrai qu'à partir du moment où on sait qu'on se blesse, on sort un petit peu des petits papiers et il n'y a plus du tout de suivi. Alors, je parle de Wow. financement public, hein. Ouais, ouais, ouais. Département, région, ça on oublie. J'ai quand Mhm. même quelques sponsors privés qui sont restés là, qui sont restés fidèles et que je remercie aussi énormément. Et après, c'est souvent des très petites entreprises, donc qui n'ont pas forcément Ouais, beaucoup de moyens. Mais bien ça sûr. m'a quand même aidé. Ça m'a quand même aidé. Et là, actuellement, je travaille. Donc, j'ai fait une prépa de biologie en fait quand j'étais à Rennes. Je l'ai Mhm. terminée. Et donc là, je travaille actuellement. Alors, complètement à côté, hein, mais je gère une base de loisirs dans les Alpes-Mancelles qui propose plusieurs activités. Donc, ça me permet de me financer. D'accord, ok. Et donc, ce job te permet d'avoir du temps aussi pour t'entraîner, c'est organisé, comment ça se passe? Ou alors c'est vraiment, tu fais ton job et puis tu vas t'entraîner après? Alors, il n'y a pas tellement d'organisation. On n'est pas sur un CIP comme on pourrait Mhm. avoir dans d'autres boîtes. Ouais, ouais, Mais j'arrive à me libérer du temps. Et après, comme actuellement, j'ai pas repris à 100%, on est oui. quand même loin des 20 heures ou 25 heures que ça me prenait à l'époque. Là, on est plus sur du 10 heures par semaine, une petite Ouais. séance par jour. Donc, c'est franchement assez facile de se libérer. Ok, c'est gérable. Et mon autre question, elle est tes ambitions pour aller vers l'avenir et vers le futur, tes ambitions par rapport à Paris 2024, parce qu'on sait que voilà, le kayak a été mis en lumière par Tony Estanguet. On sait que Tony Estanguet aujourd'hui est le chef de Paris 2024, donc je suppose que dans ta tête, il y a quand même un petit truc. Est-ce que c'est d'actualité ou c'est encore trop loin pour l'instant et tu te dis, je vais déjà refaire une saison pleine? Alors, moi, je suis pas. Enfin, concernant l'olympisme, donc déjà, la descente est une discipline qui n'est pas olympique et je suis en plus, Ok, d'autre part, vraiment réticent par rapport à ça parce que. euh, Enfin voilà, c'est une opinion personnelle, mais je suis pas du tout forcément mhm. pour l'olympisme. D'accord. Et moi derrière, après, je sais pas vraiment parce que
Là, mine de rien aussi, de pouvoir gagner sa vie, d'être indépendant, ça fait réfléchir. Ouais, Ça ouais. fait réfléchir et je me sens aussi bien actuellement. Je me sens bien dans mes baskets et bien dans ma peau et c'est quelque chose qui est important, je trouve. Donc pour l'instant, je ne sais pas. Je ne sais pas si je retournerai vers une discipline, enfin une pratique de très haut niveau, Mhm. parce qu'il faut aussi que je trouve l'équilibre personnel, que je puisse me développer. Je grandis, même si j'ai que 20 ans, je grandis quand même et j'ai envie aussi d'assurer derrière mon avenir. J'ai pas envie de me retrouver à 30 ans après une carrière à rallonge, un petit peu en galère, donc je sais pas trop actuellement ce que je vais faire. Ok, eh ben c'est franchement merci pour ta franchise parce que c'est vraiment important de le dire. Tu viens de donner un élément, tu te sens bien dans ta peau comme ça, etc. Donc voilà, c'est bien. Donc pour le moment, les championnats de France pour voir un petit peu où t'en es et ça s'arrête là en termes d'objectifs concrets et puis tu verras la suite. C'est ça. Les championnats de Ok. France pour voir où j'en suis, aussi parce que c'est à Tours et que je suis Ouais. vraiment très attaché à ce lieu-là. Et Mhm. pour revoir les copains aussi, hein, que j'ai pas eu depuis un moment, parce que voilà, avec la blessure, j'ai pas pu voir tout le monde. Et derrière, je sais pas. Alors on verra ce qui se passe au championnat de France, mais peut-être que je vais faire un résultat qui me convient très bien, mais que je vais arrêter là, et inversement, un résultat qui me convient pas du tout et que je vais reprendre. Je sais pas du tout. Franchement, D'accord. je préfère pas m'avancer. Ok. Juste, si tu es OK pour en parler, est-ce que tu peux nous dire en quoi, sur l'olympisme, il y a des choses qui te dérangent? Parce que voilà, il y a un moment, je pense qu'il faut être capable de parler de tout dans le sport et ça en fait partie. Et ton opinion, elle est, je suppose, défendable et moi, je trouve ça intéressant d'en parler. Ouais, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Moi, sur l'olympisme, ce qui me dérange un petit peu, c'est surtout en fait l'aspect financier. Mhm. Les disciplines olympiques sur une Olympiade reçoivent énormément de subventions, ça vient de partout, hein. C'est plus facile de trouver un sponsor privé quand on fait une discipline olympique, etc., etc., etc. Et cetera. Et donc, plus ça va, plus les disciplines non olympiques se retrouvent lésées. Il y a une époque où certaines disciplines non olympiques arrivaient à partir en stage une semaine par mois, avec des budgets qui étaient plutôt importants, des stages qui coûtaient de l'argent, des stages au ski, des stages à l'étranger, etc. Et plus ça va, moins c'est facile. Plus on se retrouve un petit peu seul, on n'a plus du tout d'accompagnement, ne serait-ce que financier. Quand des stages à l'époque étaient payés, maintenant c'est plutôt le cas. On est lésé aussi d'un autre côté sur des compétitions internationales où nos conditions d'accueil, d'hébergement sont enfin, voilà, sont beaucoup moins Positive, ouais. positives, Mhm. exactement, que les disciplines olympiques. Même si c'est fait des fois au même endroit, on est sur le même secteur, Ouais, ouais. la même ville, et pourtant, nous, on va voilà, être dans quelque chose qui coûte moins cher. On va moins porter attention aux sportifs qui pratiquent une discipline non olympique. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Eh ben, tu vois, c'est ce qui, déjà, ça montre que moi, j'aime bien me laisser porter par l'interview et que je veux pas aller trop loin dans la préparation. Donc, on est un peu dans une descente, hein, on s'est laissé descendre et on n'avait pas échangé avant off volontairement sur ce sujet. Mais ce que je trouve quand même assez hallucinant, c'est qu'en fait, pour moi, quand je vois du kayak, descente ou slalom, et c'est vrai que quand je me remémore, j'ai pas souvenir de voir de la descente aux Jeux Olympiques, donc ceci explique cela. Mais je me dis, enfin, à quelques gestes près, et là tu t'en as fait en plus du slalom, c'est quand même hallucinant de voir que l'une étant aux Jeux Olympiques et l'autre pas, tu vis de ce fait-là un vrai écart entre les deux, quoi. Et enfin, c'est assez dingue, quoi. Et je comprends de ce fait-là ta position. C'est ça, il y a vraiment deux mondes différents. Et après, je tiens aussi à préciser que je respecte absolument à 100% les athlètes qui font une discipline olympique et je comprends très bien. Et s'ils s'y plaisent, tant mieux pour eux. C'est pas du tout eux le souci, c'est plutôt ceux qui sont un petit peu au-dessus, ceux qui tiennent les commandes, etc. Mais voilà, après, je respecte à 100% les disciplines olympiques, il n'y a pas de souci. Je me doute, je suppose qu'en plus, tu dois avoir des copains qui sont dans le slalom et qui visent certainement les JO de Paris 2024. Bien sûr, j'ai été toujours, tout au long de mon évolution, j'ai côtoyé des gens qui visaient et d'autres qui visent toujours. Et voilà, avant tout, on est aussi humain, on s'entraîne de la même manière, donc je respecte à 100%.
Ok. Eh ben écoute Elias, on arrive sur la fin du podcast. Vu que c'est ton podcast et que tu peux dire ce que tu veux, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de rajouter? Est-ce que tu veux nous dire quelque chose ou nous passer un message? Le micro, il est à toi. Vas-y. Déjà, je voulais te remercier pour l'invitation parce que j'ai passé un super moment. Et Merci, pareil pour moi. deuxièmement, rien de spécial. Un petit truc un peu bateau. S'il y a des jeunes qui veulent se mettre au sport aujourd'hui, je pense que avant de penser à viser le haut niveau, etc., il faut aussi garder cette notion de plaisir et vouloir s'épanouir à 100% dans la discipline qu'on pratique avant de vouloir performer. C'est un super message et franchement, je vais être honnête avec toi, même si on est à chaud, à plusieurs reprises, tu l'as passé ce message et je trouve ça vraiment bien. Ça fait aussi partie de ce que je veux sur ce podcast, c'est de montrer tous les sports et tout ce qui existe comme forme de sport, puisque le fait de faire du sport à haut niveau, mais pour le plaisir et pas forcément seulement pour aller chercher la médaille, je trouve ça super bien. Donc bravo et merci pour ce moment aussi. Je te renvoie l'appareil, j'ai vraiment adoré. C'était un très bon moment d'échange, d'interview et donc merci à toi d'avoir accepté mon invitation, d'avoir fait confiance à Allez Vas-y pour partager sur ta discipline. Et puis j'ai envie de te dire, prends du plaisir au championnat de France, qui sait ce qui arrivera, et puis on se tiendra au courant d'ici là pour que je puisse dire aux auditeurs et aux auditrices au moment où on diffusera quels ont été les résultats, et puis tu nous diras ce que tu deviens au fur et à mesure, et moi j'aime bien tenir au courant les auditeurs et les auditrices des parcours des invités. Et merci beaucoup. Et donc, il n'y a pas de souci, je vais faire de mon mieux et je te tiens au courant par la suite. Parfait, merci à toi, au plaisir, bonne continuation. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour donner encore plus de lumière aux actions des invités. Si vous avez envie de suivre Allez Vas-y, abonnez-vous et évaluez le podcast, notamment sur Spotify et Apple Podcasts, sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous voulez faire avancer mon travail, laissez un commentaire sur Apple Podcasts, ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai lancé un autre podcast sur le voyage qui s'intitule Loin de chez soi. Il est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et sur les plateformes d'écoute. Je vous donne rendez-vous un mercredi sur 2 pour un podcast Allez Vas-y sur les entrepreneurs et entrepreneureux, les bénévoles et les engagés. Et tous les vendredis pour un épisode consacré aux sportifs et aux sportives. D'ici là, portez-vous bien.